je fais un comparatif avec le Japon féodal. Quand il y a eu une grosse période de paix au Japon, il n'y a jamais eu autant d'écoles d'armes. Et donc, je ne sais plus la phrase exacte de Musashi, pour ceux qui connaissent Miyamoto Musashi, qui a écrit le traité des 5 roues, mais il disait que, en gros, pour fendre un mec, il n'y a pas 50 000 manières, tu vois. Pour se défendre face à un couteau, on a 2 bras, 2 jambes, il n'y a pas 36 000 manières non plus. La meilleure manière étant de ne pas être là. Et maintenant, quand on ne peut pas, il va falloir combattre. Qu'est-ce qui est viable? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la volonté du mec qui est en face. Faut savoir que si c'est un mec qui est un peu aguerri, et puis si le mec il a du métier, c'est-à-dire qu'il vient te nettoyer avec un couteau, tu ne verras rien venir, c'est réglé. Donc la question ne se pose pas. Ensuite, si c'est quelqu'un qui attaque et qu'il a déjà tué 2 personnes, et puis il arrive nez à nez avec toi, même si on t'a dit qu'il faut te barrer, si tu ne peux pas te barrer, il va falloir combattre. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et donc là, il y a des choses intéressantes à voir. Et globalement, l'idée, c'est d'éviter la surblessure. Mais blessure, il y aura, ça c'est sûr. Et ça, en fait, c'est un peu la problématique, c'est qu'il va falloir d'ores et déjà commencer à admettre qu'on risque d'être gravement blessé. Au minimum. Alors, on peut avoir un énorme coup de bol, hein, ça arrive aussi. Il y a des mecs qui se sont fait agresser au couteau. Le mec l'a sorti, il a eu le temps de le voir, il lui a mis un parpaing juste avant, le mec s'est endormi et basta, quoi. Ou il a essayé de lui mettre un coup, il a bougé la tête, le mec a une bonne taille ou un bon kyoku, il lui a mis un énorme low kick, il lui a brisé les jambes et le mec a rien pu faire derrière. Ok, mais ça c'est un peu des coups de bol. Et voilà, en fait c'est ça le truc, c'est que c'est beaucoup lié à du coup de bol. Maintenant, si on veut quelque chose, on en parlait justement sur le fait que ils vont prendre dans les unités spéciales quelque chose de générique. Par générique, j'entends quelque chose qui fait que sur 10-20 opérateurs, il y a des mecs qui sont passionnés d'arts martiaux à la base. Tous ne le sont pas. Ils ont tous un bon niveau, mais tous, ce n'est pas des passionnés. Par contre, il faut que ça marche pour tout le monde. Alors le mec qui a fait 20 ans d'arts martiaux avant d'arriver en unité spéciale, forcément, il va pouvoir faire des trucs un peu plus pointus. Mais ce n'est pas le but, parce qu'il faut que tout le monde arrive à faire la même chose. Donc que ce soit cohérent pour tout le monde. Donc, générique qui marche. Dans les trucs génériques qui marchent, aujourd'hui, eh ben, on est d'accord sur le fait que le fait de venir saisir le bras armé et d'en faire une bonne rétention pour éviter qu'il y ait une surenchère de coups et un réarmement du couteau, bah ça, c'est arrivé plus ou moins de manière constante dans toutes les recherches qui ont été faites. Comme je dis souvent, hein, ça fait des milliers d'années qu'on se fout sur la gueule, il y a des constantes. Donc à un moment donné, voilà, 2 bras, 2 jambes, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors après dire non mais cette technique elle marche, celle-là elle marche plus que l'autre et il faut faire ça et il faut faire ça. En fait pour moi c'est un discours de mytho. Je suis désolé de dire ça, hein. C'est-à-dire que la seule manière de l'évaluer vraiment c'est de travailler dans l'opposition. Et on en revient au sport de combat. C'est-à-dire qu'à un moment donné il faut que ça serve de labo. Avec des incertitudes, j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps là-dessus qui était très bien expliqué, un pratiquant de Silat d'ailleurs, et c'est voilà, il faut des incertitudes, c'est-à-dire un mec qui ne travaille pas comme tu as l'habitude. La seule manière de vérifier, d'ailleurs c'est ce que j'expliquais dans Riposter, savoir faire c'est la technique, pouvoir faire bah, c'est vérifier si elle marche en mise en situation, et vouloir faire bah, c'est la situation finale, c'est-à-dire celle dans le réel, qu'on essaiera d'éviter au maximum, mais bah, pour des métiers comme celui de Julien, eux sont payés pour s'exposer à notre place. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. Donc du coup, bah, c'est pareil, ça se vérifie. Et en général, bah, les gens, ils arrivent plus ou moins aux mêmes conclusions. Voilà, c'est le mec, il est armé, c'est un forcené, c'est un machin. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah voilà, c'est pas en bloquant et en faisant des petits coups de poing, en bougeant, tout ça. L'idée, c'est de lui rentrer dans la gueule le plus vite possible, voire même à plusieurs, et de faire en sorte que le bras armé soit isolé pour pouvoir travailler sur ses appuis, sur plein de choses. Mais ça, il faut le vérifier. Donc on retrouve en fait une confrontation qui peut ressembler à celle du grappling, par exemple, d'où l'intérêt de pratiquer les sports de combat aussi. Et puis quand il faut percuter aussi. C'est-à-dire savoir que le mec va prendre des coups, mais il va falloir aussi qu'il soit de qualité les coups. Parce qu'un bon hystérique, c'est pas sûr qu'une petite maillotche elle suffise. Donc c'est des éléments comme ça. La seule manière, c'est de le vérifier. Et pas de le vérifier en disant j'ai mon couteau, tu le vois, ok je vais t'attaquer, même si j'y vais très fort. C'est super. C'est de créer de l'incertitude, de faire du scénario training assez violent. Aujourd'hui, il y a du matos pour se protéger. Nous, on avait travaillé des bonnes mises en situation. Voilà, il faut être sans scrupule pendant la mise en situation si on est protégé. Et le but, c'est d'aller force en force vraiment et de se faire, entre parenthèses, du mal pour voir jusqu'où ça peut marcher. Et bah, on se rend vite compte que c'est compliqué, quoi. Pareil, dans les unités spéciales, vous faites du scénario training Ouais, bah, ça c'est quotidien. Scénario training, on est obligé, hein. Comme disait Mika, on est obligé de se rapprocher au plus proche de la réalité.
Je veux dire, tous les gens, c'est bien beau de faire de la self, de faire des sports de combat sans y aller vraiment, tout ça. Mais à un moment donné, il faut pratiquer, il faut se confronter. Alors, c'est pas forcément la confrontation dans la rue, mais voilà, ne serait-ce qu'avec une équipe, un groupe, des amis qui aiment bien se maillotcher un petit peu, il faut y aller et il faut se mettre en difficulté. Et ça sert à ça. Après, pour en revenir au couteau, la solution, bon, effectivement, si on peut partir, mais la vraie solution, c'est quoi? En fait, c'est l'accumulation de plusieurs choses en même temps. Il faut avoir un mental. Déjà, on sait qu'il y a quelqu'un qui vient au couteau, qui vous a bloqué, qui est au couteau. Si vous n'avez pas le mental, vous êtes mort. Je ne dis pas que vous n'allez pas mourir si vous avez le mental. Mais en tout cas, déjà, si vous êtes déterminé à vouloir vous en sortir, ça va vous aider. Deuxièmement, qu'est-ce qui va vous servir? C'est pas de secret, c'est les sports de combat. Savoir mettre une bonne patate, savoir mettre un bon coup de coude, c'est ça qui va vous sauver la vie. Après, et là où je suis entièrement d'accord avec Mika, il ne faut pas se leurrer, vous serez piqué ou coupé. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, voilà, mais le mental, c'est ce qui fera que vous vous en sortirez peut-être avec de la chance et tout ça. C'est ça la réalité. Faut pas dire ouais, telle technique marche, elle marche pas. Ça dépend des circonstances. Une technique, elle va pas marcher le jour-là, puis elle va marcher le lendemain. Pourquoi? Parce que ça dépend de la personne en face, ça dépend si c'est un expert, si c'est le mec, si c'est un baroudeur, le mec il a l'habitude de se taper avec un couteau, tout ça, là faut y aller. Si c'est quelqu'un qui n'est pas trop sûr, là vous pouvez le désosser, si vous envoyez, vous pouvez le désosser justement. L'ascendant psychologique, c'est tout ça, voilà. Pour moi, je le vois comme ça en fait. C'est ça la réalité. Donc il n'y a pas de champion du monde de telle technique. C'est bien de les travailler, mais à côté de ça, il faut travailler ça, et il faut travailler surtout ça, le mental. Il y a un autre élément aussi à ajouter, et nous on en a déjà souvent parlé entre nous. Alors effectivement, dans les unités spécialisées, ils ont tous cette formation qui est secourisme. Donc dans l'armée française, SC1, SC2, il y a toujours à portée de main quelqu'un qui a un niveau de SC2. Le minimum, c'est le SC1++ pour n'importe quel opérateur en unité spécialisée. Quand je dis plus, c'est-à-dire qu'il déborde un peu sur le SC2, qui est secourisme au combat de niveau 1, de niveau 2. Donc c'est traiter justement des hémorragies simples ou complexes. Même là je parle du couteau, mais ça va beaucoup plus loin, c'est blessures par balle, tout ça. Et donc du coup, pour les civils, sans aller jusque là, savoir gérer des hémorragies, c'est-à-dire que c'est très bien après de se défendre. Mais pendant que je me défends, je me fais blesser. Puis peut-être que j'aurai aussi, si j'ai du bol, je m'en sors bien, des gens à gérer à côté de moi qui eux vont être blessés. Et ça risque d'être compliqué. Donc tout ça, c'est des éléments complémentaires qu'il ne faut surtout pas mettre de côté. À partir du moment où on veut aborder la réalité, de toute façon, il y a l'avant, le pendant et l'après. Et alors pour le couteau, moi je parle un petit peu de. Il y a des structures comme ACDS, donc qui sont des structures qui proposent un module qui est assez connu, qui s'appelle FAB maintenant, des milliers de gens l'ont fait, face à l'arme blanche, voilà, qui est très pragmatique, très simple et très civil. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est quelqu'un comme Julien, il a une expérience, il a du métier, d'autres opérateurs de ces unités, quelqu'un qui fait des arts martiaux depuis qu'il est gamin, c'est pareil, ils ne vont pas avoir du tout les mêmes choses. Puis tu as aussi Monsieur Tout-le-Monde. Donc Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas faire des miracles. Par contre, s'il a la volonté de se former et de se donner un peu les moyens, de se mettre en difficulté, comme disait Julien très bien, il y a des choses qui existent qui sont très bien. Donc c'est cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi d'utiliser des orthèses, donc ça va être l'occasion d'un article de toi dans le prochain Karaté Bushido. Différence entre prothèse, orthèse, donc l'outil dans la main. Oui, effectivement, une gazeuse ça fait pas de miracle, mais en tout cas, si ça peut rendre plus difficile pour l'agresseur quelque chose, peut-être que ce sera pas moi, peut-être que moi je vais mourir. J'ai essayé de le gazer à ce moment-là, mais le deuxième, il commencera à avoir un peu mal à la gueule, ça dépend du produit aussi. Ça peut te permettre de t'enfuir aussi. Ça peut te permettre de m'enfuir aussi. Avoir les 2-3 secondes qu'il faut pour pouvoir se barrer, c'est tout. Des fois, la gazeuse, mais ça peut être. Donc, t'as fait un truc qui était pas mal du tout, un petit PDF sur la gazeuse, qui est très bien expliqué, qui montre les différences. Et puis, on avait fait une super vidéo dans le labo, souviens-toi, où on voyait un petit peu tous les effets. Alors, même les effets, quand on est loin, nous on les sentait. On avait dû sortir à un moment donné. La gazeuse, mais je sais pas, même la bouteille. Le mec, il a une pinte à la main, ou un cendrier, n'importe quoi qui traîne. Tout ce qui peut
D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, encore une fois, je reparle de la CDS, c'est la main doit être armée le plus vite possible. Alors pour un opérateur, forcément ça va être peut-être un peu plus simple, parce qu'il va gloquer le mec le plus rapidement possible. Pour un civil, il peut très bien utiliser des outils du quotidien, mais voilà, et ça marche avec une certaine combativité. Il faut avoir envie de se dire, son envie de rester en vie doit être plus forte. Et donc ça se travaille, c'est le mental. C'est le mental dont parlait Julien tout à l'heure. Et justement sur cette transition, parce que tu parles des gazeuses, des accessoires de défense, vous avez évidemment les armes à feu et différentes armes à feu. Comment vous travaillez justement ce passage de quand est-ce que j'utilise telle arme et comment je pose mon arme et je passe à main nue ou vice versa? Comment ça se travaille ça? Ça se travaille beaucoup. Non, mais enfin, ça se travaille pas forcément, mais c'est juste que comment on le ressent à ce moment-là, quoi. Ok, à ce moment-là, je suis dans telle situation, tiens, je vais peut-être plus utiliser ça que mon arme de poing, suivant la mission aussi. Ça dépend de ce qu'on recherche, quel est le but final. Est-ce qu'on neutralise, est-ce qu'on interpelle, est-ce qu'on ramène vivant parce qu'il faut interroger, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc à partir de là, c'est sur l'instant que ça va se décider et voilà. Ou alors des fois on va se dire ok, j'utilise d'abord ça en première main et puis de toute façon si ça passe pas, je passe à ça en deuxième main. Voilà, c'est comme ça que ça se conditionne dans nos têtes. Maintenant, il n'y a pas vraiment de vrai. Voilà, ça dépend en fait comment ça arrive, tout simplement. Il y a des aussi, c'est utilisé d'ailleurs, même chez toi, des moyens de force intermédiaires aussi. C'est-à-dire à des moments, tu te dis, c'est peut-être pas la peine de. C'est ça que je parle quand je dis le premier moyen que je vais prendre, c'est pas forcément mon arme ou mon fusil. Une télesco, ça peut faire l'affaire aussi, une gazeuse aussi, certains types de gazeuses. Et après, moi, par rapport à mon expérience là-dedans, c'est que pour certaines unités, porter une arme, ça peut être compliqué aussi. Et puis, c'est pareil, il faut qu'elle soit directement accessible. Donc, quelqu'un qui la porte en 3/4 à la ceinture, s'il se rend compte qu'il est déjà en train de se faire charger par le mec, est-ce qu'il fait quoi? Il va chercher son arme ou d'abord il percute le mec dur et ensuite, éventuellement, il la sort. Ça se trouve, il n'y aura pas besoin. Si le mec a un couteau, est-ce qu'il ne va pas d'abord se protéger du couteau avant de commencer à essayer de sortir son arme? Et ça, comme il disait Julien, c'est au feeling, quoi. C'est-à-dire, le mec va falloir qu'il réfléchisse à ça dans l'instant. La seule manière de le travailler, c'est de le mettre en situation régulièrement. Et à ce moment-là, se créer des automatismes. Quand ça ne marche pas, on a du bol. Ils vont s'en rendre compte pendant l'entraînement. Tu vois, et là, tu te dis, ok, bon, ça, on bannit. Ça fait 3-4 fois qu'on la teste, ça ne marche pas, il faut être honnête. Avec des mecs aguerris, alors qu'est-ce que ce serait si on prend des jeunes stagiaires qui vont arriver, il va falloir les former, leur apprendre des trucs, sport de combat, ça devient vite problématique. Il faut voir un truc, c'est que t'as ces 5 cercles de NDS qui représentent très bien ça, c'est-à-dire que donc le premier cercle c'est toi et plein d'éléments en lien avec toi, tout ce qui personnellement font de toi un meilleur combattant, pour généraliser un peu le truc. Ça va de la condition physique aux connaissances d'homme du monde, à plein de choses. Tu vois. Deuxième cercle, c'est main nue. Troisième cercle, c'est premières orthèses. Couteau, bâton, spray, qu'est-ce que tu peux utiliser en défense? Je dis que le couteau, c'est vraiment un très mauvais outil de défense, hein. Je précise. Quatrième cercle, on commence à rentrer dans l'arme de poing. Sauf que il commence à peu près à 3 mètres, selon les chiffres. Voilà, ce qui donne une règle un peu basique qui est moins de 3 mètres, moins de 3 secondes, moins de 3 coups. Donc 3 mètres, il peut se passer en 1 seconde, tu peux être obligé de passer de ton pistolet à autre chose, ou d'autre chose à ton pistolet. Ça va très vite, 3 mètres, c'est super près. C'est comme disait un de mes maîtres d'armes, c'est à distance de mauvaise haleine, quoi. Donc on regarde le truc, tu te dis, ok, donc à ce moment-là, de définir que ça c'est le meilleur outil, ça veut rien dire. C'est vraiment en fonction de la situation, quoi. Et donc voilà, c'est... Rien de plus à dire, je suis d'accord. D'accord. Alors, les militaires, vous avez les armes à feu. Les civils ne peuvent pas avoir d'armes à feu, en tout cas dans le cadre légal français, puisqu'on est en France ici. Impossible d'avoir une arme à feu sur soi et les accessoires de défense sont quand même très limités en termes de port. Du coup, si on veut comparer un peu les doctrines, les pratiques de sport de combat et de self-défense dans l'armée et comment elles peuvent s'amener dans le monde du civil, il y a des grosses différences quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transposer ce qui est enseigné dans l'armée et l'amener dans le civil. Alors, moi, je vais juste, pareil, ça va être peut-être un peu décevant, mais les sports de combat dans l'armée, c'est les mêmes que les sports de combat dans le civil. Les sports de combat et leur doctrine, ainsi que leurs pratiques modifiées, si je puis dire, en unité spéciale, là, je suis d'accord, c'est propre à l'unité et ça correspond à un cadre d'emploi professionnel.
D'accord. Maintenant, le TUOR, ou ce que les gens ont appelé close combat, combat rapproché, tout ça, je dirais encore une fois, on a 2 bras, 2 jambes. C'est ni plus ni moins que la même chose que ce qui est fait dans des clubs de self-défense. Oui, sauf que tu es en treillis en fait, c'est à peu près ça. Non, c'est ça. Il faut pas non plus mystifier. Alors je sais que c'est très mystifiant, les gens ils disent waouh, c'est militaire, militaire, ils font pareil. C'est le treillis qui donne cette impression quoi. Et le militaire, dans 90% des cas, s'il peut utiliser son HK, maintenant, avant c'était le FAMAS, ou son Glock, c'est ce qu'il va faire. Pourquoi est-ce qu'il irait s'imbriquer avec un mec? Ça peut arriver, c'est arrivé. C'est ce qui a occasionné en grande partie la modification de certaines choses, mais dans tous les cas, il va privilégier son arme d'épaule. Donc ça, c'est ça, le sport de combat militaire, c'est ça en fait, si on imagine. C'est même pas le bon terme, mais l'art martial militaire, c'est ça. Après, il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est dans l'armée, il faut savoir que les militaires, soit les militaires, les gendarmes, les policiers, hein, ils apprennent quand même tout ce qui est légitime défense, tout ce qui est en relation avec légitime défense. On n'apprend pas forcément à tuer. Et l'armée, pendant les classes, les mecs, ils apprennent ça. Hein. C'est pas. Avec Vigipirate. Et puis en plus maintenant il y a Vigipirate depuis quelques années là. Et ben voilà, ils sont formés à ça. Donc avant de se dire ouais, je vais lui faire un tire-tête et je vais le neutraliser comme ça, non, ça va pas se passer comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a malheureusement, c'est pour ça aussi qu'il y a des temps de réaction quand il se passe des choses qu'on comprend pas, enfin que les gens comprennent pas, mais c'est juste qu'en fait ces gens-là, ils sont entre 2 eaux en fait. On leur dit on va à l'armée pour apprendre à tirer sur des gens, tout ça, mais en même temps on leur apprend à pas tirer justement et à faire autre chose et à trouver un moyen intermédiaire pour traiter la menace, tout ça. C'est ça donc, mais voilà, c'est juste pour dire l'armée, c'est pas que. D'engagement aussi. Ouais. Exactement. Quelqu'un qui fait un Vigipirate en France et qui ensuite va au Mali, il va pas du tout avoir les mêmes règles d'engagement. Ouvrir en milieu ouvert en France le feu avec du 5,56 par 45, il va falloir réfléchir à ta 4e règle de sécurité, tu vois. Et donc c'est maîtriser aussi. Et après il y a ça aussi, hein, la réalité, on le voit encore maintenant. Hein, faut pratiquer, voilà, il faut savoir que l'armée ne pratique pas régulièrement non plus. Il faut être honnête. Voilà, et pas forcément plus qu'un civil, c'est ça que je veux dire, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, encore une fois. Voilà, l'armée, ils sont dans plein de choses, voilà, ils ne travaillent pas tous les jours, et voilà. Vraiment la grande armée, entre parenthèses, des forces spéciales, des services spéciaux ou des unités spécialisées, qui ont un cadre d'emploi différent et des moyens qui sont vraiment différents. Alors le tir a fait un vrai bond dans l'armée ces 10 dernières années, un peu plus même maintenant, notamment parce que l'armée française a été réengagée dans beaucoup de conflits, hors conflits de maintien de l'ordre, à l'étranger même je parle. Donc ça a modifié les choses, il y a eu des très bonnes choses, il y a un vrai savoir-faire français qui est juste pas trop développé pour l'instant. Et parallèlement à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, pareil, ce qui est toujours le plus long, c'est ce qui est le moins pratiqué. Des soldats qui s'imbriquent et qui font du corps à corps, dans une guerre, il n'y en a pas tant que ça, on n'est plus dans les tranchées, quoi. Donc ça arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas, attention, mais on va privilégier faire monter le niveau du tir parce que c'est plus important dans une guerre. Donc si tu veux, l'aspect sport de combat, close combat, c'est-à-dire la version militarisée du truc, elle est très similaire en fait à ce qui se fait dans le civil. Donc il n'y a pas de secret truc, à part la bonne vieille technique Snake de Neutra de Sentinelle ou de machin. Mais même ça, en fait, objectivement, c'est très peu pratiqué dans les armées parce que les chances que ça arrive sont minimes. Et parce que c'est pas le travail c'est pas une unité spéciale. C'est pas son travail proprement dit, c'est pas son cadre d'emploi. Ça serait plus propre à une unité spéciale de faire ça sur un théâtre pour aller chercher une grosse target ou quelque chose comme ça. Mais là, un militaire d'un régiment, tout ça, on lui demande pas ça. On lui demande d'abord à se servir de son arme. Maintenant, comme tu dis, après c'est dû aussi au fait cette évolution, elle est due parce qu'il y a eu des revers aussi. Il faut pas se leurrer. Il y a eu des revers dans l'armée. En Afghanistan, ils ont eu des revers et ils se sont rendus compte qu'ils étaient bien en dessous de ce qu'ils pensaient être. Et en termes techniques, en termes expérience, tout ça, et on a payé le prix cher, je dis la France. Hein.